Bienvenue dans l'Europe du Nord du 19e siècle, mais pas telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans cette Europe-là, mythes et légendes sont bien réels. Sur cette étendue glacée, couverte de vastes forêts, quelques villes, telles des phares solitaires de l'industrie et des lumières, marquent l'aube d'une nouvelle civilisation. Mais dans les campagnes, les anciennes traditions ont toujours cours. Les gens savent ce qui se cache dans l'obscurité. Les gens savent ce qu'il faut craindre. Vaesen est un jeu de rôle de Niels Ince. Alors j'espère ne pas écorcher son nom, auteur suédois. Jeu de rôle édité par Free League, basé sur les illustrations de Johan Edgerkrans. Là aussi j'espère ne pas écorcher son nom. Et vous verrez que ça a son importance, la part de l'illustration dans cet univers-là. Alors Vaesen nous présente un univers gothique, sombre, imprégné évidemment de folklore nordique et des vieux mythes et légendes de la Scandinavie. Alors le système de jeu, c'est une version du Year Zero Engine, système bien connu depuis, qui a fait ses preuves. On le retrouve dans Mutant Year Zero, on le retrouve dans Coriolis, on le retrouve dans Alien, dans Forbidden Lands, avec à chaque fois, je dirais, une adaptation pour coller à l'univers et au thème des univers qui sont développés, mais en gardant toujours cette même colonne vertébrale, cette même mécanique centrale, système D6. Alors, comment est construit l'ouvrage ? Très simplement, je vais vous détailler ça, et ensuite nous verrons dans l'analyse qu'est-ce qui rend ce jeu de rôle, à mon avis, intéressant. Dans le chapitre premier, vous allez avoir donc le développement évidemment des personnages. Donc une dizaine d'archétypes vont vous être présentés. Ça va de l'écrivain, le soldat, le médecin, le prêtre, le serviteur, et j'en passe. Chacun de ces archétypes va avoir des talents propres. C'est ce qui en rend toute la saveur et qui fait que les personnages sont très différents les uns des autres. Bon, ça c'est assez classique dans le jeu de rôle. Et ces archétypes-là vont servir de base à la création de vos propres personnages, avec, vous allez le voir dans le développement, une importance toute particulière accordée aux sombres secrets, on a tous quelque chose à cacher, et aussi une importance particulière accordée à la relation que chacun des personnages a avec les autres membres du groupe. Et vous verrez que ça a son importance pour l'auteur dans la manière dont doit se développer nos scénarios. Ensuite, bien évidemment, un système de jeu pour gérer les conflits, toutes sortes de conflits, évidemment, toujours sur la base, donc comme je vous l'ai dit, du Year Zero Engine, une présentation de la société. Alors, qu'est-ce que la société ? C'est une organisation dont on va vous expliquer la création, l'historique, on va vous expliquer aussi les schismes, c'est important, et les règles propres à la reconstruction de cet ordre agonisant, parce que lorsque vous allez, entrer dans cet univers-là, l'idée est, même si effectivement on peut le jouer, je dirais, un peu en one-shot à la Monster of the Week, c'est pas là que se situe tout l'intérêt, avec ce qui est développé, et notamment l'idée de cette société que l'on reprend à l'agonie et dont on va essayer de redorer le blason et de redonner la force, je dirais, cette société secrète, s'inscrit l'idée de fonctionner en campagne. À cet effet, les personnages vont avoir un QG, un manoir, sur lequel ils vont pouvoir s'atteler à la reconstruction, à son développement, pour générer des ressources, donc une sorte de jeu dans le jeu, de fil rouge au fur et à mesure des scénarios qui vont se développer. Mais aussi la redécouverte de ce manoir, la réappropriation de ce manoir va permettre aussi de développer des secrets. Et c'est ce qui va être intéressant dans le fil rouge que vous allez pouvoir créer pour générer votre campagne. Vont ensuite être abordés dans la suite de l'ouvrage la vie suédoise au 19e siècle. Alors vous me direz, c'est un survol, mais c'est tout ce dont on a besoin.
il est évidemment pas du tout nécessaire d'aller plus loin, et d'ailleurs on pourrait s'inquiéter de se dire mais moi la culture suédoise du 19e siècle, j'en bite rien du tout, c'est pas grave, on s'en fiche complètement, voyez plutôt ça comme un cadre, l'idée est surtout pas de plonger dans la réalité historique, pas du tout, l'idée est de donner une thématique, une couleur, un caractère à cet univers-là, donc le plus important c'est ce côté 19e siècle, ce côté je dirais folklore scandinave de cette époque-là, univers, mythes, contes et légendes. Voilà, une fois que vous avez ça, je dirais vous avez votre décorum et vous avez le théâtre dans lequel vous allez pouvoir jouer, et c'est ça qui est important plutôt que la précision historique dont on n'a strictement rien à faire, et c'est pour ça avec grande intelligence, l'auteur du livre, l'auteur du jeu, donc Niels Ince, voilà, ne s'évertue pas du tout, mais alors à nous plonger dans la réalité historique de la Scandinavie du 19e siècle dont on n'a strictement rien à faire. Non pas qu'elle soit pas intéressante, hein, j'en doute pas, mais en tout cas dans le propos de ce jeu de rôle. Donc vie suédoise au 19e siècle, rassurez-vous, survol. À tel point d'ailleurs que ce jeu de rôle, vous allez le comprendre, va pouvoir être décliné à d'autres mythologies, d'autres univers folkloriques que celui de la Suède ou des pays nordiques. Hein, vous voyez de quoi je parle. Ensuite va être développé un bestiaire. Alors bestiaire particulier, constitué effectivement de monstres issus de ces mythes, contes et légendes du 19e siècle. Alors plutôt que de monstres, on va parler ici de Vaesen. Et ce qui est intéressant, vous allez le comprendre, c'est que ces monstres-là vont nous être présentés dans leur dimension mythologique. C'est ce qui est intéressant, avec évidemment un corpus de règles qui les accompagne, mais va être surtout indiqué quels sont les pouvoirs de ces monstres-là, et surtout leurs faiblesses. Et vous allez comprendre toute l'importance que ça a pour moi, et ce qui fait le sel de ce jeu, dans la manière dont est développé ce bestiaire-là. Ensuite, un paragraphe va détailler la manière pour vous de concevoir ce que l'on appelle dans le jeu pas véritablement des scénarios, mais des mystères. Là, encore une fois, le terme est bien choisi, il a son importance. Imaginez une situation dans laquelle vous allez avoir des éléments un petit peu troublants et tout simplement un mystère à élucider qui va petit à petit vous amener à vous confronter, vous l'aurez compris, à cet univers mythologique, ces créatures mythologiques, jusqu'à aller à l'idée de vos personnages, chasseurs de monstres en quelque sorte. Comment vont-ils faire? Quelles sont les faiblesses? Comment ils vont pouvoir les identifier pour se débarrasser définitivement des monstres? Parce que les monstres n'ont pas véritablement de point de vie. Vous allez comprendre, vous voyez toute la logique de ce jeu de rôle qui montre l'intelligence dans laquelle il est conçu. Ensuite, va être développé dans l'ouvrage un mystère à proprement parler, donc un petit scénario qui prend place dans une auberge. Alors, d'aucuns pourraient dire un petit peu simpliste. Il fait le job, c'est un scénario qui permet en tout cas d'introduire, je dirais, de mettre les pieds dans l'univers, et c'est ce qu'on lui demande. Vous avez largement de quoi, au travers, je dirais, du bouquin et du bestiaire tel qu'il est développé, de quoi constituer vos mystères. Hein. Vous allez comprendre dans les développements que je vais faire par la suite dans la vidéo, et ensuite vous allez retrouver divers tables et annexes. Voilà, là, une fois que vous avez ça, je dirais, vous avez la colonne vertébrale de notre bouquin. Alors, dans cette gamme sont sortis aussi d'autres ouvrages. Vous avez le A Wicked Secret, mon anglais est parfait, c'est un recueil de 4 mystères, donc 4 scénarios, entre guillemets, alors par 4 auteurs différents. Je ne vais pas m'étendre sur ces scénarios-là parce que je les ai survolés vraiment très rapidement. Je pourrais pas vous dire s'ils sont super bons, très très bons, moyens. Je sais, pour avoir parcouru les forums et avoir échangé, qu'a priori, il est assez facile de les organiser en campagne ou de les jouer en stand-alone. Hein. Voilà, et la mise en campagne n'est pas très compliqué avec un petit peu de travail de la part du meneur, mais en tout cas vous avez voilà, alors 4 scénarios un peu costauds puisqu'on est sur un ouvrage d'une centaine de pages quand même, et aussi là encore bel ouvrage, magnifiquement illustré, peut-être un cran en dessous du livre de base, mais en tout cas on est sur du très 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 beau. Comment est né Vaesen ?
À la base, on n'a pas un auteur qui se dit « Tiens, j'ai un univers que j'ai envie de développer, je développe mon univers, et en second temps, je vais aller chercher un illustrateur ou des illustrateurs pour mettre en image tout cela. » Non, là, le chemin est un petit peu inverse. On a Johan Edgerkrans qui produit des dessins fabuleux, et notamment sur la mythologie, et la mythologie scandinave en particulier, dont il est passionné, et vous avez en face de cela un auteur de jeux de rôle, donc Niels Inz, excusez-moi pour la prononciation encore une fois, qui voilà un univers, et on peut le comprendre quand on voit la qualité des œuvres, voilà un univers génial, et se dit, là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir créer un jeu dans cet univers-là, dans cet univers graphique-là. Donc le chemin, vous voyez, n'est pas tout à fait celui que l'on emprunte classiquement dans la création de jeux de rôle, et c'est ce qui fait aussi, à mon avis, la qualité finalement esthétique de l'ouvrage que l'on a en main. On a un seul dessinateur, quasiment, je dirais, pour la quasi-totalité de l'ouvrage, avec quelques participations qui ont le bon ton d'ailleurs de coller véritablement à l'univers graphique de Johan, ce qui fait que, très sincèrement, on pourrait tout à fait considérer que tous les dessins sont de ce même dessinateur, ce qui est le cas pour la grosse majorité, mais on a quand même quelques petits dessins qui ont été faits par d'autres, mais le tout est tellement cohérent et tellement inscrit dans un même univers graphique qu'on a une unicité. Donc c'est ce qui fait aussi, je dirais, la force de cet univers-là, parce qu'on a une vision cohérente de bout en bout de l'ouvrage. Et entre les mains, quel plaisir! On se retrouve avec un ouvrage au papier épais, granuleux, mat, chaud, c'est brut, ça colle tout à fait avec, je dirais, le propos du jeu. On est en cohérence totale, on n'est pas sur du papier glacé qui sierait beaucoup plus à des univers peut-être contemporains ou futuristes ou autres. En tout cas, là, on cherche à faire de cet ouvrage-là, dans sa forme, quelque chose qui colle avec le fond que l'on veut développer. Ça n'aurait pas de sens, je dirais, de coucher sur papier glacé, pour ma part en tout cas, si on vise véritablement la qualité de bout en bout, et c'est ce que vise ce jeu de rôle là, sincèrement je trouve, ça n'aurait pas de sens que d'imprimer ça sur du papier glacé avec une couverture qui manque un peu de texture. Là, on va aller véritablement chercher dans la forme de l'ouvrage qui nous est délivré une cohérence avec le fond que l'on développe, et ça franchement ça fait plaisir. Les illustrations sont hyper évocatrices, elles stimulent énormément l'imagination, sûrement ça qui a allumé la mèche chez notre auteur pour se dire mais j'ai envie de développer cet univers-là et d'en faire un jeu de rôle, un travail qu'ils ont fait évidemment en partenariat, c'est une évidence. On a un système de jeu qui est fluide, qui a fait ses preuves, qui est au service du récit et qui apporte une satisfaction immédiate. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo sur ce qui fait, selon moi, encore une fois, un bon système. Pourquoi je trouve que le système est bon? Et quand je dis ça, ça vaut pour le système Year Zero Engine dans son entièreté, vous allez comprendre. C'est que c'est un système qui a cette force-là je dirais, se concentrer sur l'immédiateté de la satisfaction obtenue au résultat. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans un système, pour moi, la principale source, et là où on doit chercher, je dirais, l'efficacité, c'est que sur un simple jet, je dois, une fois que la phase du jet est apparente, comprendre si j'ai réussi ou pas en 1/10 de seconde. À partir du moment où j'ai une action dont le résultat se détermine une fois le résultat obtenu par la consultation d'une table ou d'un tableau ou autre, je trouve qu'on perd en adrénaline, on perd le point d'acmé. Le point d'acmé de la réussite d'une action, c'est le jet de dés. C'est-à-dire que je prends mes dés, la pression monte, je jette mes dés pendant que les dés roulent, waouh, ça monte, et point d'acmé, c'est-à-dire en gros, je suis au top du pic émotionnel, paf, ça roule, je vois si j'ai réussi ou pas. À partir du moment où un système, je dirais, ne situe pas l'obtention du résultat au point d'acmé de l'affichage du résultat sur le dé, alors c'est assez, c'est peut-être un peu capillotracté ce que je vous dis, mais je pense que vous allez comprendre l'idée. À partir du moment où un système vous dit attention, t'as jeté tes dés, on va regarder un tableau, bref, on va procéder par une consultation d'une couche supérieure d'informations pour voir si l'action est réussie ou pas, c'est tristoun, ça retombe. Il faut que l'information tombe au moment où la charge émotionnelle est la plus forte. Et le système Year Zero Engine, je sais pas si c'est
pensé pour ça, ou si c'est un heureux hasard, favorise ça. Il n'est pas le seul, hein, il y a d'autres systèmes. Mais pour moi, vous avez compris, l'efficacité d'un système tient aussi à l'immédiateté de l'information qu'il délivre lorsque le résultat hasardeux s'affiche. Particularité, les personnages que vous incarnez dans cet univers-là voient l'invisible. Et ça, c'est intéressant parce que ils perçoivent finalement l'invisible, je dirais même l'indicible, qui se cache aux yeux des mortels. Et dans la construction de vos scénarios, c'est assez intéressant de jouer sur cet équilibre-là du domaine de la réalité, de la perception, de l'interprétation. Ça permet au maître de jeu de mettre un peu le curseur, je dirais, où il veut, dans la part de la réalité du mythe ou du mythe fantasmé, si vous voyez ce que je veux dire. Si on s'intéresse à l'auteur du jeu de rôle un petit peu plus en profondeur, donc Niels Hintz, alors auteur de jeux de rôle, je dirais maintes fois primé, hein, Tales from the Loop, Things from the Flood, il a produit aussi des contenus pour Forbidden Lands, bref, voilà, et bien d'autres choses. Avant d'être un auteur de jeux de rôle, peut-être moins maintenant, mais en tout cas, c'est un psychologue professionnel. Et c'est intéressant de voir à quel point sa situation professionnelle, et donc ce qu'il est, transparaît dans le travail et les univers qu'il développe et les systèmes qu'il associe à ces univers-là. Il va s'intéresser à construire des systèmes qui amènent les joueurs à entrer dans l'esprit des personnages, et il va essayer de favoriser, je dirais, cette pénétration dans l'esprit des personnages, et par là même à favoriser aussi les interactions des personnages entre eux par des systèmes tout simples. Le système du sombre secret en est une illustration. Chacun des personnages a un sombre secret, une expérience forte, traumatisante, souvent liée à l'occulte, à la première confrontation, je dirais, avec l'étrange. C'est pas forcément ça, mais en tout cas, ça peut être ça. En tout cas, chaque personnage en a un. Alors, vous me direz, dans nombre de jeux de rôle, c'est abordé, mais là où l'auteur va un petit peu plus loin, c'est qu'il demande aussi aux joueurs d'expliquer quelle est la nature de sa relation avec chacun des autres personnages à la table. C'est-à-dire, donc, par exemple, amour, haine, admiration, querelle d'ego, peu importe. Ce faisant, on n'attend pas de voir ces relations se construire au fil des scénarios. Parfois, elles peuvent aussi ne pas se construire, parce qu'on a des joueurs qui, des fois, oublient aussi d'être dans ce roleplay-là, de se dire, ok, comment on se situe, nous, joueurs, par rapport à l'univers, mais il est aussi intéressant de se dire, mais comment on se situe, nous, en tant que personnages, vis-à-vis des autres personnages. Et c'est parfois une dimension qui est un peu oubliée, qui est nombreuses fois pas abordée du tout dans nombre de jeux de rôle, et là, l'auteur nous force, dès le début, quelque part, si on souhaite épouser cette forme-là de jeu, à nous prononcer là-dessus. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que dès le début, ça donne une partition hyper intéressante, un terrain de jeu très intéressant à explorer pour les joueurs qui vont incarner ces personnages-là. Puisqu'ils vont savoir que, tiens, quand je m'adresse à tel personnage, voilà la nature de ma relation. Ah, quand je discute avec tel autre personnage, je n'ai pas la même relation. Je n'ai pas le même ressentiment. Donc du coup, ma manière d'interagir avec Patrick ne va pas être la même qu'avec Sylvie ou qu'avec Michel, qui sont tous des joueurs à la table. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que vous voyez le panel et la couleur de jeu que ça peut offrir. Il va créer des systèmes et des scénarios aussi, on le sent bien, dans lesquels la dimension psychologique est importante. Il va donner du biscuit, finalement, aux joueurs pour pousser à l'interaction, et il intègre aussi énormément la notion de dilemme. Et le thème folklorique, d'ailleurs, du jeu de rôle, monstres de légende et monstres folkloriques, insinue cette notion de dilemme, parce qu'on n'est pas devant des monstres de Donjons et Dragons. J'ai du respect pour Donjons et Dragons, excusez-moi. C'est pas ça la question, mais l'idée, c'est qu'un monstre, on est dans un univers qui n'est pas manichéen. Un loup-garou est aussi victime d'une malédiction avant d'être un prédateur. Vous comprenez ce que je veux dire ? La même chose pour le vampire. Et d'autres, je dirais, Vaesen, entre guillemets, monstres, sont dans cette même situation. Donc, on s'intéresse plutôt, on va explorer en tout cas cette richesse-là, de dire, oui, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, qui est véritablement le méchant, qui est le véritable gentil. L'auteur, de manière intelligente et subtile, nous montre à quel point ces frontières-là, elles sont ténues, et ça apporte énormément de richesse à l'univers. Le bestiaire, d'ailleurs, est construit comme cela.
À tel point que les monstres n'ont pas de point de vie. Les monstres n'ont pas les mêmes caractéristiques que les joueurs. Ils n'obéissent pas tout à fait au même système. Parce que ça n'a pas de sens. D'ailleurs, lorsqu'on rencontre à Vaesen un monstre, le jeu de rôle nous indique bien que la solution n'est pas le combat. Il est souvent la fuite, en attendant de trouver sa faiblesse, en attendant de trouver le rituel qui va nous permettre de se débarrasser de ce Vaesen-là. Et vous avez tout à fait compris à quel point ça va être beaucoup plus intéressant et riche de jouer cela, plutôt que de tomber sur un boss final et de ronger sa barre de vie. Voilà, c'est évidemment, ça n'a rien à voir en termes, moi je trouve, de narration, d'efficacité, d'expérience jeu de rôle. Ronger une barre de vie d'un côté, ou de l'autre, découvrir quelle est la faiblesse de ce Vaesen et comment mythes et légendes et enquêtes et indices rassemblés et témoignages vont nous permettre de trouver la solution pour se débarrasser définitivement de ce monstre-là. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie pour moi. Et bien fort intelligemment, ce jeu explore cette voie-là, et il nous incite à explorer cette voie-là jusqu'au bout, puisque si vous cherchez les points de vue de la créature, ben vous ne l'aurez pas, parce que c'est pas comme ça que vous allez vous en débarrasser. Concernant notre illustrateur, Johan Edgerkrantz, donc artiste suédois, qui a produit de nombreuses illustrations consacrées à l'imaginaire scandinave, vous en retrouverez notamment dans un recueil appelé Norse Gods, magnifique, si vous voulez vous casser la rétine, c'est parfait. Il faut savoir qu'il a commencé à gribouiller vers l'âge de 2 ans, qu'il a jamais lâché le crayon, la palette graphique, les peintures, ce que vous voulez, et qu'il a aujourd'hui 40 ans passés, 44, 45 ans il me semble, et qu'il a jamais cessé d'illustrer. Donc vous voyez où ça mène. Alors comme tout grand artiste, il est en plus capable d'adopter des styles graphiques différents en fonction des projets sur lesquels il travaille. Alors il intervient dans de nombreux domaines, illustration, BD, jeux vidéo, cinéma, jeux de rôle évidemment, multicasquette dans le domaine de l'illustration. Et il a adopté un style très particulier qui est en complète cohérence avec le propos développé par notre auteur de jeu de rôle. Puisque il va prendre un art classique de l'âge d'or, je dirais, du début du 20e, qui va mélanger avec, je dirais, une esthétique BD américaine des années 90. Et ça rend ce résultat très détonnant, je trouve visuellement. Alors pourquoi ce résultat, pourquoi je dirais ce mariage est fort bien choisi? Parce que tout simplement, lorsqu'on prend tout simplement ce style classique du début du 20e, mais on va retrouver, si vous voulez, une manière très 2D de présenter le mythe, très en silhouette, quoi, un peu plat. Alors ça veut pas dire que ça manque de volume, c'est pas tout à fait ça l'idée, mais c'est une manière de représenter quasi sur un seul plan, ou en tout cas assez peu de plans, on joue pas sur la profondeur. Et bien là, ça donne toute la dimension mythologique finalement au dessin, et il va ajouter à côté de ça, je dirais, la saveur particulière, la personnalité des couleurs et de l'univers graphique développé dans les années 90 dans la BD, alors qu'on continue à retrouver aujourd'hui, mais je dirais, voilà, c'est ce mariage-là qui produit ce résultat, avec son talent évidemment, ce résultat visuel qui est tout à fait en accord avec tout simplement l'univers que développe Vaesen. Alors les inspirations, lorsque nos deux auteurs se sont retrouvés, elles ont été très claires, et l'idée pour eux, c'était de faire une sorte de Monster of the Week, mais en mode campagne, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc sorte de chasseur de monstres, et tout s'est imposé un peu de lui-même, c'est-à-dire que tout est très cohérent dans Vaesen. Le style graphique, comme je viens de vous le dire. Pourquoi le 19e? Tout simplement parce que c'est une période idéale, puisqu'on est je dirais, à la fin d'une ère campagne, à la fin d'une ère où mythes et légendes tendent tout simplement à disparaître, parce qu'on a l'avènement d'un monde industriel qui pousse. Et bien là, on a deux cultures, finalement, deux visions de la société, deux strates qui rentrent en conflit, et en plus, ce siècle versé dans l'occulte. Donc je dirais, quelle meilleure période, outre en plus l'esthétique de cet univers-là, choisir, je dirais, pour incarner ce propos-là que nous présente Vaesen. Donc hyper cohérent dans le choix. Les inspirations aussi, elles ont été dans des séries telles que Supernatural, je sais pas si Supernatural, si vous connaissez, où on a cette idée chasseur de monstres, série intéressante à regarder, parce qu'elle va vous permettre de voir comment vous pouvez finalement créer vos mystères aussi, pour développer vos propres intrigues, vos propres enquêtes occultes dans cet univers-là.
et je dirais, ben voilà, vous avez votre cocktail finalement d'inspiration avec deux auteurs qui se rencontrent, qui ont tous les deux une vision très claire de ce à quoi ils veulent aboutir, et qui l'un dans l'univers graphique qu'ils proposent et l'autre dans les mécaniques, font que ce mariage est hyper heureux. Alors aujourd'hui, si vous voulez vous procurer Weissen, eh bien alors, vous avez le choix. Soit vous vous orientez sur la version originale, ce qui a été mon cas, et pourtant je suis un peu une pipe en anglais, mais j'ai sauté le pas parce que la proposition était tellement géniale et l'esthétique tellement waouh que tant pis, hein, même si moi je suis plutôt à attendre les trades de VF, voilà, je me suis coltiné sur la VO. Alors ma vidéo intervient un peu tard parce que malheureusement il y a eu un financement participatif qui a été proposé sur Game on Tabletop par Arcane Asylum Publishing pour récupérer pour tout simplement la VF. Donc bonne nouvelle, le jeu va arriver en version française. Je pense que les porteurs du projet devraient plus tarder à être livrés. Et après, évidemment, je pense que l'ouvrage sera disponible en boutique. Eh bien, je vous invite à vous jeter dessus. Si tout ce que je vous ai dit vous a chatouillé, vous a un peu titillé, allez-y, les yeux fermés, vous ne le regretterez pas. J'espère que cette présentation, cette critique de Weissen vous aura intéressé. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, actual play, critique, réflexion cryptique sur notre hobby. Nous verrons bien. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite.